Nous avons vu dès le premier groupe, on peut distinguer le tassement initial ou immédiat, ensuite le tassement primaire ou hydrodynamique, et ensuite le tassement secondaire ou séculaire. Qui peut me dire, c'est quoi le tassement initial ou immédiat? On a vu que c'est la phase du tassement d'un sol sur une charge appliquée. Je dirais qu'il se produit immédiatement après l'application de la charge, avant toute dissipation de la pression interstitielle. Le tassement immédiat, c'est le tassement qui correspond avec une diminution rapide de volume de vide, généralement dans le cas des sols non saturés. Maintenant, pour le tassement primaire ou hydrodynamique. C'est dû à l'expulsion de l'eau du moins de l'air dans les vides sur la façon de charge. Je dirais que c'est la consolidation primaire. Qui peut me dire également qu'est-ce qui détermine la fin du tassement primaire? Quels paramètres qui déterminent la fin de ce tassement primaire? Je peux dire lorsque ça arrive à T100, le chef interstitiel est nul. Arrivé à T100, c'est la fin de la consolidation primaire. Une fois atteint dans le T100, maintenant, on est sûr qu'il y a l'expulsion totale de l'eau et que ce paramètre-là détermine la fin de la consolidation primaire pour passer à la consolidation secondaire. Quelle partie de ce graphe est considérée comme illimitée dans le temps? La consolidation secondaire. Quelles sont les deux courbes essentielles à considérer dans ce phénomène de déformation? Donne-moi deux courbes essentielles. La courbe eudométrique. La courbe de consolidation. Ce sont la courbe de consolidation et la courbe eudométrique. Pour déterminer une courbe de consolidation, combien de contraintes effectives qu'on doit utiliser? J'avais compris qu'on devrait avoir qu'une seule contrainte. Une seule contrainte qu'on devrait appliquer sur le sol pour pouvoir voir quand est-ce que la déformation va s'arrêter. Et à partir de ça, on devrait associer cette déformation à cette contrainte. Et ça allait constituer pour nous un palier. Je pense que ça devrait être une seule contrainte effective. Maintenant, pour la courbe eudométrique, combien de contraintes qu'on doit utiliser? Pour la courbe eudométrique, je pense qu'on devrait utiliser plusieurs contraintes effectives. Pour résumer, on doit définir plusieurs paliers. Pour chaque palier, pour chaque contrainte, des courbes de consolidation. Une fois déterminées les courbes de consolidation, maintenant, on les ajoute pour pouvoir déterminer la courbe eudométrique. La courbe eudométrique, chaque point sur la courbe eudométrique doit correspondre à une courbe de consolidation. Si sur une courbe eudométrique, vous avez 20 points, vous devez avoir 20 courbes de consolidation. Une fois déterminée la courbe eudométrique, maintenant on peut déterminer les différents paramètres liés à la courbe eudométrique. Que ce soit la pression de préconsolidation, que ce soit les constantes de gonflement, les constantes de compression, si le sol est surconsolidé, normalement consolidé et sous-consolidé, les calculs du tassement qu'on vient de voir, les modules eudométriques. Et là encore, on va avoir plusieurs paramètres qu'on peut déterminer à partir de cette courbe eudométrique qu'on peut réaliser au laboratoire qui simule l'action de déformation sur le terrain.